microscopie électronique, et ici le fait que les oligodendrocytes myélinisent plusieurs fibres. Alors attention, il y a quand même une notion importante pour les QCM à retenir, c'est qu'en fait, on peut avoir dans la substance blanche, comme dans le système nerveux périphérique, des fibres non myélinisées. Et dans le système nerveux périphérique, lorsque les cellules de Schwann hébergent dans un repli membranaire des fibres non myélinisées, il peut y avoir plusieurs fibres non myélinisées par cellule de Schwann. Donc attention, que ce soit dans la substance blanche ou dans la substance système nerveux périphérique, on peut voir des fibres non myélinisées, et dans ce cas-là, ici, la cellule de Schwann peut héberger dans un repli de sa membrane et son cytoplasme plusieurs fibres nerveuses non myélinisées. Voici ici encore un nerf avec des axones myélinisés ici, et puis entre ces axones non myélinisés, en fait, vous avez des fibres non myélinisées, que vous voyez très bien. Les espaces ici, ça correspond à des fibres non myélinisées, puisque celles qui sont bleu foncé, c'est des gaines de myéline. Si on fait de la microscopie électronique, on voit que la myéline résulte de la fusion des feuillets de la membrane plasmique de la cellule de Schwann ou de l'oligodendrocyte enroulée sur elle-même. Elle comprend alors 70 ou 80% de lipides, excusez-moi, ce n'était pas le même pourcentage dans la diapositive précédente, associés à des protéines membranaires spécifiques, caractéristiques de la membrane centrale, la myéline centrale ou périphérique. Dans les axones non myélinisés, comme nous venons de le dire, la cellule de Schwann va émerger dans ce que l'on appelle un repli membranaire et cytoplasmique qualifié de mésaxone. Donc le repli membranaire ou cytoplasmique de la cellule de Schwann correspond à un mésaxone. Et dans ce cas-là, vous avez ici une coupe transversale à droite, ici un schéma qui vous montre que pour une seule cellule de Schwann, que vous voyez caractérisée ici par son noyau, eh bien cette cellule héberge plusieurs prolongements non myélinisés. Et en fait, pour comprendre la formation de la gaine de myéline, on peut, en faisant abstraction ici qu'il existe dans ce cas-là plusieurs cellules, mais on peut imaginer que la cellule de Schwann, lorsqu'elle forme la myéline, comme d'ailleurs l'oligodendrocyte, elle va faire une invagination dans un mésaxone très long qui s'enroule d'un seul type de prolongement, donc pour la cellule de Schwann, plusieurs éventuellement pour l'oligodendrocyte, et cet enroulement du mésaxone, un petit peu en tour de spire, va finir par faire fusionner à la fois les membranes externes et internes cellulaires pour arriver à cet aspect feuilleté qui correspond à la gaine de myéline en microscopie électronique. Voici donc l'image de cet enroulement et effectivement l'axone, l'allongement du mésaxone, deuxièmement l'allongement du mésaxone, puis les tours de spire qui expliquent la formation de la gaine de myéline. Donc les pathologies de la myéline sont notamment les pathologies de démyélinisation que l'on peut tout à fait observer sur une IRM, avec effectivement ce que l'on appelle des lacunes de destruction de la zone de la gaine de myéline, que l'on appelle, notamment pour la pathologie, vous voyez ici, ces lacunes qu'on va retrouver si on fait une autopsie et que l'on colore la gaine de myéline spécifiquement par rapport à la substance grise. Et vous voyez ici des lacunes, donc des trous en fait dans la substance blanche, des lacunes. Et ces lacunes sont observables dans une maladie assez fréquente, malheureusement, notamment chez pas des signes cliniques, mais bon,
Ça touche surtout plutôt les femmes que les hommes et assez jeunes. C'est une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Il y a d'autres troubles de la myélinisation qui sont en fait des anomalies au cours du développement de la mise en place de la myéline et qui ont plutôt des causes génétiques par mutation justement des gènes codant pour les protéines impliquées dans l'élaboration de la myéline. Et puis il y a une autre maladie qui est une anomalie de fonctionnement de la myéline et qui malheureusement est aussi importante, qui est la maladie de Charcot-Marie-Tooth et qui là aussi a une cause génétique et qui survient plutôt, qui se révèle malheureusement généralement chez l'adulte. Et ça c'est la pathologie retenue, ce qui est marqué ici dans le cadre. Donc la sclérose en plaques, les leukodystrophies ou la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une cause génétique et qui touche notamment la motricité. Les cellules microgliales sont les seules cellules du tissu nerveux dans le système nerveux central qui ne dérivent pas du neuroectoblaste et donc du revêtement neuroectoblastique. Ils correspondent à des macrophages résidents de l'encéphale. Alors paradoxalement, alors que les macrophages sont plutôt des cellules de grande taille au niveau de leur corps cellulaire, les cellules microgliales par rapport aux neurones, par rapport aux astrocytes qui sont très volumineux, ces astrocytes c'est des cellules très volumineuses, on les a appelées microglies, c'est les cellules les plus petites globalement du système nerveux central. Elles sont issues de monocytes, donc d'origine nébulaire, qui ont migré dans le système nerveux central et résident dans le système nerveux central. Elles sont activées lors de phénomènes inflammatoires et dans certains phénomènes infectieux dans le système nerveux. Par exemple, du fait de l'expression des récepteurs au virus de l'immunodéficience humaine, c'est un site réservoir du virus HIV dans le système nerveux central, qui explique également la symptomatologie qu'avait le virus HIV avant l'émergence du thérapeutique anti-HIV. Et puis, à cause de la barrière hémato-encéphalique, la problématique qui a été d'aller détruire, et qui est toujours d'aller détruire par des thérapeutiques qui accèdent au système nerveux central, ces cellules réservoirs. Et donc, effectivement, l'éradication du virus HIV dans des sites profonds du système nerveux central, qui sont en fait ces sites réservoirs par les cellules microgliales, c'est une challenge thérapeutique justement à cause de ce qu'on vient de voir, qui est la barrière hémato-encéphalique, et deuxièmement la persistance possible très longtemps du virus dans les cellules réservoirs microgliales. Ces cellules interviennent aussi dans tout un tas de phénomènes inflammatoires, infectieux, voire tumoraux, en ayant une capacité de phagocytose, donc elles vont résorber les débris cellulaires neuronaux, des plaques de substances anormales, des agents infectieux. Elles jouent un rôle dans la présentation de l'antigène pour d'éventuelles